Sur le bitume brûlant de Sunset Boulevard se dresse un monument qui a contemplé plus d'amours interdites, plus de trahisons sanglantes et plus de jeux de pouvoir obscurs que n'importe quel palais impérial du vieux continent. Le Beverly Hills Hotel ne se contente pas d'occuper l'angle de Sunset et de Rodeo Drive. Il le domine, enveloppé dans un stuc rose saumon dont la couleur semble avoir été puisée dans le sang des ambitions déchues. 12 acres de jardins tropicaux l'entourent, formant une muraille de verdure contre le reste du monde, un Éden artificiel où le silence haine est jamais qu'un prélude au scandale. Lorsque ses portes se sont ouvertes en 1912, la ville de Beverly Hills n'existait pas encore. Il n'y avait ni studio de cinéma pour fabriquer des rêves, ni stars pour les incarner, ni industrie pour les vendre. Il n'y avait que la poussière étouffante des champs de haricots et le rêve impossible d'un homme prêt à tout pour transformer le néant en or. Cet hôtel allait devenir la salle du trône de la célébrité américaine. Le lieu précis où les empires se bâtissent au petit déjeuner pour être méthodiquement démantelés avant le coucher du soleil. Entre ces murs, on a vu défiler des présidents aux mains sales et des gangsters aux manières de gentlemen, des légendes ayant façonné le siècle et des imposteurs ayant failli le briser. Depuis plus de 100 ans, les fortunes se font et se défont derrière cette façade rosâtre, tandis que les bungalows dissimulent des liaisons qui auraient pu faire trembler des gouvernements. C'est ici, dans ces salles de bal, que les Oscars ont poussé leur premier cri. À travers les guerres mondiales, les boycotts internationaux et les menaces de démolition, ce bâtiment a survécu à tout, comme un prédateur silencieux attendant sa prochaine proie, car ceci et pas seulement l'histoire d'un hôtel, c'est le récit d'une métamorphose brutale, celle d'un désert, devenu le centre de l'univers. Mais avant de plonger dans les secrets que cachent ces jardins tropicaux, assurez-vous de rejoindre notre cercle d'initiés pour ne manquer aucune des révélations qui vont suivre. En 1906, l'étendue de terre qui allait devenir le code postal le plus prestigieux du monde, n'était qu'une vaste cicatrice de terre battue. Des routes poussiéreuses lacéraient des champs de haricots abandonnés, là où des ouvriers mexicains étaient autrefois usés les mains pour récolter les maigres offrandes de ranch étendant à perte de vue sur la plaine côtière. L'ombre rare d'un poivrier offrait un refuge précaire aux écureuils terrestres sous un soleil qui ne pardonnait rien. Los Angeles arrêtait à des kilomètres de là, vers LA, et l'industrie cinématographique était qu'une rumeur lointaine. Hollywood était alors qu'une petite communauté de tempérance, un refuge de puritains aux maisons modestes, obsédés par la morale et les réunions d'église. Pourtant, un homme regardait ce vide et y voyait une opportunité de domination totale. Burton Green, un magnat du pétrole originaire du Michigan, était arrivé en Californie du Sud en 1900 avec une obsession dévorante, trouver de l'or noir sous ces collines arides. Il creusa la terre, viola le sol, dépensa des fortunes, mais ne trouva que de la poussière. Ce qu'il découvrit à la place, était espace, 4000 acres de terre achetés sous le nom de Rancho Rodeo de las Aguas. Pour la plupart des investisseurs, l'absence de pétrole était un désastre, une condamnation à la ruine. Mais Green possédait le flair des prédateurs. Il proposa une alternative radicale. Si la terre ne contenait pas de richesse, il en créerait une à sa surface. Il allait morceler ce désert pour inventer une communauté un genre nouveau, un sanctuaire conçu non pas pour des fermiers laborieux, mais pour l'élite de la côte Est, ces riches en quête de soleil et de statut social à acheter. La transformation ne faisait que commencer, mais elle portait déjà en elle les germes d'une exclusion systématique. Pour donner corps à son mirage, Green engagea en 1906 l'architecte paysagiste Wilbur David Cook avec une consigne précise: briser la rigidité du cadastre de Los Angeles. Cook dessina des boulevards aux courbes sinueuses, suivant les contours naturels des collines pour donner au futur quartier un air d'élégance établi, comme si cette communauté existait depuis des générations alors que n'était qu'un gribouillis sur un plan. Ils baptisèrent cet endroit Beverly Hills, en hommage à Beverly Farms dans le Massachusetts, là où la haute société de Boston passait ses étés. Était un vol d'identité géographique, une tentative désespérée de donner une âme à un terrain vague. Mais Green comprit rapidement une vérité brutale. Personne n'achèterait une maison dans un projet qui existait que sur le papier. Il lui fallait un ancrage,
un monument capable d'attirer les proies les plus fortunées. Il lui fallait un hôtel qui soit plus qu'un simple lieu de passage. Il s'adressa alors à Margaret Anderson, une femme des affaires redoutable de Los Angeles, qui avait bâti sa fortune en gérant des immeubles des appartements dans le centre-ville. Anderson ne voyait pas seulement des briques et du mortier. Elle voyait le futur. Elle accepta de construire et d'exploiter un hôtel de luxe sur un site de 12 acres à l'angle de ce qui deviendrait Sunset Boulevard et Rodeo Drive. L'emplacement était un coup de maître stratégique. Avec l'essor de Automobile, Sunset allait devenir artère vitale de expansion vers Ouest, la veine jugulaire du pouvoir californien. Anderson confia la conception de l'édifice à l'architecte Elmer Gray. Formé à la tradition des beaux-arts, Gray savait que la Californie du Sud exigeait une esthétique capable de flatter les égos des nouveaux riches. Il proposa un style Mission Revival, une interprétation romantique et presque mensongère du passé colonial espagnol de la Californie. Était une architecture de l'illusion, suggérant une permanence et une connexion à la terre que ses clients, en quête de racines, désiraient acheter à importe quel prix. La construction débuta en 1911 sous un soleil de plomb. L'hôtel devait compter 325 chambres réparties autour de cours intérieures à la manière des manoirs espagnols. Le bâtiment principal étiré le long de Sunset Boulevard. 3 étages de béton armé recouverts d'un stuc dont la teinte rose saumon fut choisie avec une précision chirurgicale. Gray savait que ce rose photographierait magnifiquement sous la lumière crue de la Californie, se détachant avec une insolence étudiée contre le brun des collines et le bleu du ciel. Ce n'était pas seulement une couleur, c'était une signature visuelle, un signal envoyé à ceux qui voulaient être vus. Les jardins, quant à eux, devaient être un défi à la nature. Anderson fit planter une végétation tropicale luxuriante qui n'avait aucun droit de survivre dans ce climat semi-aride, forçant la terre à produire une jungle artificielle à grand renfort des irrigations coûteuses. Le décor était planté, les murs étaient peints, mais personne ne se doutait encore que ce palais rose allait devenir le théâtre des plus grands crimes de l'histoire des Hollywood. Car si les murs pouvaient parler, ils ne raconteraient pas seulement la gloire, ils hurleraient la vérité sur ce qui est réellement passé dans le bungalow numéro 4 cette nuit-là. Des palmiers dattiers arrachés au sable d'Égypte, des bananiers exilés des Amériques centrales, des oiseaux de paradis importés des confins de l'Afrique du Sud. Effet, recherché était une agression visuelle, un exotisme délibéré conçu comme un fantasme de printemps éternel. Pour maintenir ce mirage en vie, il a fallu violer le sol, forer profondément dans l'aquifère pour en extraire chaque goutte d'eau et gaver une jungle artificielle en plein désert. Le coût de ce délire architectural frôlait les 500 000 $, un demi-million en 1912, une insulte à la raison. Équivalent de 15 millions de dollars aujourd'hui, injectés dans un terrain vague où seuls les coyotes osaient s'aventurer. Margaret Anderson ne construisait pas un bâtiment, elle achetait le futur. Elle pariait sur le fait que ce néant poussiéreux deviendrait, par la seule force de l'argent et du prestige, le nombril du monde. Le 12 mai 1912, le Beverly Hills Hotel ouvrait ses portes dans une solitude presque totale. 7 mois plus tard, la communauté environnante se constituerait en ville indépendante. Mais au jour de l'inauguration, Beverly Hills était qu'une spéculation immobilière désespérée sur une carte froissée. Une poignée de maisons achevées luttait contre l'immensités du vide. Les invités de la haute société de Los Angeles arrivaient dans des automobiles pétaradantes ou empruntaient les wagons rouges du Pacific Electric Railway jusqu'à Santa Monica Boulevard pour finir le trajet dans des calèches cahotant sur des routes de terre. Le Los Angeles Times célébrait un triomphe de l'architecture californienne, incapable de deviner que dans les 3 années à suivre, une industrie née dans le péché et l'artifice allait s'installer à quelques kilomètres de là pour ne plus jamais repartir. 1915 D. Way. Griffith lançait Naissance des une nation, un film techniquement révolutionnaire mais moralement répugnant, prouvant au passage que le cinéma possédait le pouvoir terrifiant de manipuler les masses. L'industrie cinématographique, fuyant la grisaille de New York et du New Jersey, entamait sa migration vers l'Ouest. La Californie du Sud offrait tout ce dont ces marchands d'illusions avaient besoin. Un soleil disponible toute l'année,
des paysages variés à piller et une terre bon marché pour y bâtir des usines à rêve. En 2 ans, Hollywood et ses environs devinrent la capitale mondiale des images mouvantes. Le Beverly Hills Hotel attendait son heure. Parfaitement positionné, il offrait le luxe, la proximité des studios qui surgissaient à Culver City ou Burbank, mais il vendait surtout une marchandise plus précieuse que l'or pour ceux dont le visage valait des millions. La discrétion absolue. Avant de lever le voile sur les tragédies et les pactes faustiens qui allaient bientôt souiller ses draps de soie, rejoignez notre cercle d'initiés pour ne rien manquer de la suite de cette ascension sanglante. Margaret Anderson connaissait la face sombre de ses clients. Elle imposa à son personnel une règle de fer. Ne jamais prononcer le nom d'une célébrité dans les espaces publics. Aucun chasseur d'autographes ne franchissait les grilles. Aucun photographe N n'était toléré dans les salles à manger. Ce qui se passait sous le stuc rose restait la propriété exclusive du stuc rose. Ce code du silence fut le ciment de la réputation de l'établissement. La première star à comprendre la valeur de ce sanctuaire fut Douglas Fairbanks, elle athlète bondissant du cinéma muet. En franchissant le seuil, il comprit qu'il n'entrait pas dans un hôtel, mais dans une forteresse. En 1919, lorsqu'il épousa Mary Pickford, la petite fiancée de Elle Amérique, c'est ici qu'ils vinrent consommer leur union. Leur lune de miel au Beverly Hills Hotel fut un adoubement royal que aucun budget publicitaire N aurait pu acheter. En l'espace d'1 année, le registre des invités devint le catalogue de la gloire américaine et de ses névroses. Charlie Chaplin occupait une suite au 2e étage, fuyant peu être les démons de sa propre pauvreté passée. Gloria Swanson régnait sur la salle à manger comme une monarque absolue. Rudolph Valentino, dont la beauté vénéneuse allait provoquer une hystérie collective à sa mort en 1926, y entretenait une résidence permanente. Un mausolée de luxe pour une idole condamnée. Will Rogers, le philosophe cow-boy dont l'humour populaire faisait de lui l'amuseur le mieux payé des États-Unis, y vécut des mois entiers. L'architecture elle-même servait le vice et le secret. Si le bâtiment principal offrait des chambres standards, le véritable trésor résidait dans la collection de bungalows dispersés à travers les 12 acres de jardin. Ces structures détachées, dont certaines comptaient de jusqu'à 6 pièces, offraient une séparation totale avec le reste de l'humanité. Une star pouvait y recevoir ses amants, y orchestrer des trahisons financières ou s'y abandonner à ses addictions sans jamais croiser un regard indiscret. Les bungalows possédaient leurs propres entrées, leurs propres lignes téléphoniques et assez de distance avec les voisins pour que les cris, qu'ils soient de plaisir ou de rage, soient absorbés par l'épaisse végétation tropicale. En 1928, Margaret Anderson se retira, vendant ses parts à un groupe d'investisseurs. Mais l'âme de Hotel était déjà scellée. À la fin de la décennie, le Beverly Hills Hotel N était plus un simple lieu de séjour, était le quartier général officieux d'une industrie où on ne négociait pas seulement des contrats, mais des vies entières. Les réalisateurs tenaient salon dans le hall, tandis que dans l'ombre des jardins, les futurs cadavres des Hollywood commençaient déjà à accumuler. Le crash d'octobre 1929 a jeté Amérique dans le caniveau, brisant les colonnes vertébrales de l'économie et transformant les rêves de millions de citoyens en cendres. Mais alors que le pays enfonçait dans la Grande Dépression, une étrange anomalie persistait sur Sunset Boulevard. Le Beverly Hills Hotel, ce colosse de stuc rose, refusait de plier. Hollywood s'était révélé d'une résilience presque obscène. Pourquoi ? Parce que plus les gens avaient faim, plus ils avaient soif de mensonges sur grand écran. L'industrie du cinéma n'était pas seulement un divertissement, était une drogue, et le Palais Rose en était le principal laboratoire. Alors que les établissements de luxe fermaient leurs portes à travers tout le continent, le Beverly Hills Hotel restait une enclave de privilèges insolents, un phare dans la tempête financière qui dévastait le monde extérieur. En 1941, alors que l'ombre de la Seconde Guerre mondiale étirait sur le Pacifique, le destin de l'hôtel bascula à nouveau. Un groupe d'investisseurs, mené par l'énigmatique Hernando Courtright et Ben Silverstein, mit la main sur la propriété pour la somme de 5 millions de dollars, une bagatelle de 30 et $1 million actuels pour un domaine qui valait déjà bien plus en secret inavouable. Courtright, n'était pas un hôtelier ordinaire.
Il arrivait de l'hôtel El Mirador de Palm Springs avec une compréhension viscérale de la psychologie des prédateurs des Hollywood. Il savait que ces hommes et ces femmes ne cherchaient pas seulement un toit, mais une scène. Sous sa direction, le Beverly Hills Hotel allait atteindre son apogée absolu, se transformant en une machine de guerre sociale. Et l'innovation la plus brutale de Courtright fut la création du Polo Lounge. Avant 1941, la salle à manger principale de l'hôtel imposait un formalisme européen rigide qui étouffait l'agilité des requins de l'industrie. Courtright comprit que les véritables transactions, celles qui faisaient et défaisaient les carrières, exigeaient une atmosphère plus feutrée, presque clandestine. Il transforma un petit bar adjacent au hall des entrées en un sanctuaire intime, décoré de souvenirs de polo. Le nom même était un chef-d'œuvre de manipulation marketing. Il n'y avait aucun terrain de polo à des kilomètres à la ronde, mais le mot évoquait la richesse héréditaire, le sang noble et la sophistication européenne. En ouvrant ses portes en 1941, le Polo Lounge devint instantanément la pièce la plus importante de tout Hollywood. C'est ici que les destins se scellaient. Les dirigeants de studio y tenaient des petits déjeuners de crise pour discuter des budgets colossaux et du casting des futures idoles. Les agents y négociaient des contrats léonins au déjeuner, tandis que les scénaristes, l'âme en peine, tentaient de vendre leurs idées à des producteurs entre deux verres de scotch. Les banquettes circulaires en cuir vert offraient juste assez d'intimité pour les confessions les plus sombres, tout en restant suffisamment visibles pour signaler au reste de la salle que l'on comptait. Être vu au Polo Lounge N n'était pas un plaisir, était une nécessité professionnelle. Ne pas y être, était déjà avoir commencé à disparaître. La salle développa ses propres codes, sa propre hiérarchie impitoyable. La table numéro 1, la plus proche de l'entrée, devint le trône de Louis B. Mayer, le patron tyrannique de la métro Goldwyn Mayer. Lorsqu'il entrait pour son petit déjeuner rituel, le personnel s'effaçait, le silence se faisait et la table lui était cédée sans qu'un mot ne soit échangé. Le système téléphonique de l'hôtel devint lui aussi légendaire. Bien avant l'invention des téléphones portables, le Polo Lounge disposait d'un réseau complexe de combinés que on apportait directement à table, traînant derrière eux des interminables fils noirs comme des serpents. On y voyait des hommes de pouvoir jongler avec plusieurs combinés simultanément, hurlant des ordres et signant des pactes avec le diable, tandis que leurs œufs brouillés refroidissaient dans l'indifférence générale. Daryl Zanuck, le grand patron de la 20th Century Fox, poussa l'arrogance plus loin en faisant installer une ligne directe entre son bureau et sa table habituelle. Pour Zanuck, le Polo Lounge N n'était pas un restaurant. C'était une extension de son bureau de production, un lieu où la réalité se pliait à sa volonté tous les jours de la semaine. Même la nourriture devint un outil de pouvoir. La salade McCarthy, inventée dans les années 60 par le chef de l'hôtel, n'était pas un simple assemblage de légumes et de dinde. Était le carburant des négociations marathon, un plat suffisamment consistant pour tenir des heures, mais assez léger pour ne pas engourdir l'esprit des prédateurs. Elle reste aujourd'hui encore le plat fétiche de ceux qui veulent manger sans perdre leur mordant. Au-delà de l'effervescence du Polo Lounge, les jardins murmuraient d'autres histoires. L'hôtel continuait d'être la résidence principale de l'élite, un asile doré pour les esprits les plus tourmentés. Howard Hughes, le milliardaire excentrique dont la santé mentale commençait déjà à se fissurer sous le poids de la paranoïa, louait plusieurs bungalows simultanément pendant les années 40. Il les utilisait comme des centres de commandement pour ses entreprises tentaculaires, mais aussi comme des prisons dorées pour les actrices qu'il courtisait avec une insistance maladive. Hughes devint une silhouette spectrale dans les jardins, toléré uniquement parce que ses chèques étaient aussi massifs que ses délires. Elizabeth Taylor, l'icône aux yeux violets, fille du Beverly Hills Hotel, le décor de sa vie tumultueuse. Elle occupa le bungalow 5 si souvent que le personnel finit par le rebaptiser le Elizabeth Taylor Bungalow. C'est là qu'elle venait se reconstruire entre 2 mariages désastreux, là qu'elle recevait ses amants dans l'intervalle de 2 divorces fracassants. L'hôtel était son refuge, son champ de bataille, son sanctuaire. Mais le Palais Rose commençait aussi à attirer des hommes dont l'ambition dépassait les collines de Hollywood.
Des présidents commençaient à y prendre leur quartier, apportant avec eux les ombres de la politique mondiale et des secrets d'État qui allèrent bientôt tacher la moquette de ces suites royales. Les dignitaires étrangers ne se contentaient pas des occupés des suites lors de leur passage en Californie. Ils venaient y chercher une forme d'immunité diplomatique par procuration. Pour les magnats de l'acier de la côte Est ou les barons de la finance de Chicago, une semaine passée entre les murs du Beverly Hills Hotel ouvrait des portes que ni le sang ni l'ancienneté N auraient pu débloquer à New York. L'hôtel N était plus une simple étape de voyage. Il était devenu le sacre ultime, le symbole brut de L arrivé au sommet. Mais cette splendeur de façade avait un prix, une taxe invisible payée en moralité. La discrétion légendaire qui protégeait les icônes servait de linceul aux activités les plus viles. Dans le secret des bungalows, les liaisons adultères N étaient que la partie émergée d'un iceberg de dépravation. Des cercles de jeux clandestins opéraient dans certaines suites avec la complicité glaciale et rémunérée du personnel de nuit. La drogue, bien que jamais mentionnée dans les rapports officiels, circulait comme une monnaie d'échange entre les employés de longue date et les résidents permanents. L'établissement était devenu une sorte de Vatican pour l'industrie du spectacle, un territoire souverain où les lois des hommes effaçaient devant les caprices des puissants. Une star surprise dans le lit d'un conjoint influent pouvait compter sur le silence de plomb du manager de nuit, tandis qu'un producteur orchestrant des ententes illicites savait que les lignes téléphoniques de l'hôtel étaient les seules de tout l'État à ne pas être sur écoute. On n'y louait pas seulement une chambre, on y achetait le droit de ne jamais être jugé. Le Palais Rose atteignit son apogée culturel au cours des années 50 et au début des années 60, une époque où le système des studios tenait encore Hollywood par la gorge. C'était le temps où une poignée de cadres installés dans les fauteuils profonds du Polo Lounge pouvaient briser une carrière ou forger un destin dès un simple claquement de doigts. Marilyn Monroe y possédait une réservation permanente, une sorte d'ancrage dans le chaos de sa propre existence. Elle disparaissait dans ses bungalows pendant des jours entiers, ne réapparaissant que pour des tournages épuisants ou des sorties publiques chorégraphiées avec une précision chirurgicale. Le personnel avait appris à anticiper ses moindres névroses sans qu'elle ait besoin de prononcer un mot. Des fleurs fraîches chaque matin pour masquer l'odeur de la solitude, du champagne glacé à une température exacte pour anesthésier la douleur de vivre. Elle s'y cachait d'un monde qui, elle le sentait déjà, finirait par la dévorer tout entière. Frank Sinatra, quant à lui, traitait l'hôtel comme son domaine privé, sa forteresse de solitude et des excès. Entouré du Rat Pack, il régnait sur le Polo Lounge dans un brouillard de fumée de cigarettes et de vapeur de bourbon. Dean Martin, Sammy Davis Jr. et Peter Lawford l'accompagnaient dans des sessions de boissons marathon qui s'étiraient du déjeuner jusqu'aux premières lueurs blafardes de l'aube. La direction tolérait des comportements qui auraient valu expulsion immédiate à n'importe quel autre client. Mais argent de Sinatra avait pas d'odeur, et sa gloire lui offrait une immunité royale. L'hôtel attirait également des figures issues des recoins les plus sombres de la vie américaine. Sam Giancana, le parrain de Chicago dont les liens avec la CIA pour assassiner Fidel Castro ne seraient révélés que bien plus tard, y séjournait régulièrement lors de ses expéditions sur la côte ouest. Il traitait ses affaires dans les lombres des bungalows, rencontrant des patrons de studios qui avaient besoin de son influence pour maintenir l'ordre dans les syndicats ou pour assurer le bon fonctionnement de leurs intérêts dans les casinos de Las Vegas. Cette intersection entre Hollywood et le crime organisé n'était jamais débattue au grand jour, mais elle transpirait par chaque pore du stuc rose. Les pactes de sang se scellaient entre deux coupes de cristal, loin des regards indiscrets. En mars 1964, un événement se produisit dans le bungalow UI, un drame dont l'écho hante encore les couloirs de l'hôtel aujourd'hui. Les détails exacts restent l'objet de disputes féroces, mais le cadavre retrouvé ce matin-là était bien réel. Une femme fut découverte morte. Le décès fut classé comme accidentel avec une rapidité suspecte. L'enquête de police fut plus que brève. Elle fut superficielle. Aucune accusation ne fut portée, mais les rumeurs persistèrent. Des hommes de pouvoir auraient été présents au moment de l'agonie. Des preuves auraient été méthodiquement détruites et la célèbre discrétion de l'établissement aurait franchi la ligne rouge pour devenir une véritable conspiration du silence. L'hôtel,
ne reconnut jamais, elle, incident. Le bungalow fut nettoyé, redécoré et reloué à de nouveaux clients en quelques heures, comme si le sang N avait jamais imprégné le plancher. Les employés de service, cette nuit-là, disparurent de la circulation ou apprirent l'importance vitale de l'amnésie. Le nom de la victime apparut dans quelques colonnes de potins avant de sombrer dans l'oubli, mais pour les initiés, l'histoire devint une part indélébile de l'identité de l'hôtel. Quelque chose de noir était produit dans le Palais Rose, et les murs en avaient absorbé le secret pour l'éternité. Cet incident marqua une rupture brutale. Vers le milieu des années 60, l'hôtel commença à perdre son emprise sur l'imaginaire collectif de Hollywood. Le système des studios effondrait, laissant place à une nouvelle génération de cinéastes aux cheveux longs et aux idées subversives. Ces jeunes réalisateurs avaient aucun intérêt pour les structures de pouvoir poussiéreuses et méprisaient les rituels guindés du Polo Lounge. Les nouveaux acteurs préféraient les refuges contre-culturels de Laurel Canyon au luxe manucuré de Beverly Hills. L'établissement, qui avait défini le glamour mondial pendant un demi-siècle, se transforma soudain en une relique du passé. Un mausolée pour une élite en voie d'extinction. La fréquentation du Polo Lounge chuta dramatiquement. Les bungalows restèrent vides pendant des semaines. Et les jardins autrefois impeccables commencèrent à montrer les signes d'un abandon lent mais inexorable. La fin d'une époque approchait, et avec elle, la promesse d'une démolition qui semblait désormais inévitable. La rentabilité était toujours là, nichée dans les registres comptables, mais la domination culturelle, elle, effritée comme un vieux décor de théâtre oublié sous la pluie. En 1954, Ben Silverstein avait racheté le palais pour 5 millions de dollars, une somme qui représenterait aujourd'hui 62 millions de dollars. Silverstein n'était pas un rêveur. C'était un homme de briques et de pétrole qui avait bâti son empire sur le pragmatisme le plus froid. Il sentait que l'âge des ors touchait à sa fin, que le parfum de scandale commençait à sentir le rance. À sa mort en 1976, ses héritiers se retrouvèrent face à un dilemme d'une brutalité absolue. Vendre tant que le nom de l'hôtel possédait encore une valeur marchande, ou accrocher désespérément en priant pour un retour de flamme de l'histoire. Ils choisirent la fuite. En 1979, ils acceptèrent l'offre de Marvin Davis, un géant du pétrole venu de Denver, qui posa 135 millions de dollars sur la table, soit plus de 565 millions de dollars actuels. Davis ne voulait pas seulement un hôtel, il voulait posséder l'âme des Hollywood. Il promit de restaurer la splendeur passée, injectant 100 millions de dollars dans une rénovation qui tenait plus de l'exhumation que de la décoration. Le Beverly Hills Hotel, hurlait-il aux journalistes, redeviendrait le centre de l'univers. Davis tint parole avec une démesure typiquement texane. Il ne rénova pas, il reconstruisit le mythe. Les bungalows furent vidés de leurs secrets, leurs entrailles arrachées pour y installer la modernité la plus insolente, tout en conservant ce charme vénéneux qui plaisait tant aux stars. Le Polo Lounge fut rhabillé pour ressembler à un club de gentlemen anglais, un décor de cuir et de bois sombre où on pouvait conspirer en toute élégance. Les jardins furent replantés avec des spécimens encore plus rares, encore plus étranges, tandis que des couches successives de cette peinture rose signature recouvraient chaque centimètre carré de stuc. En 1982, le travail était terminé. Le Palais Rose brillait d'un éclat presque surnaturel, retrouvant la superbe de ses années de gloire. Mais Davis allait prendre une décision qui allait, quelques années plus tard, manquer de réduire en cendres tout ce qu'il avait bâti. En 1987, il vendit le Beverly Hills Hotel pour 200 millions de dollars à un acheteur dont l'identité allait déclencher une onde de choc immédiate à travers tout le pays. Le nouveau propriétaire était autre que le sultan Hassan al-Bolkiah de Brunei, l'un des hommes les plus riches et les plus secrets de la planète. Son petit royaume sur l'île de Bornéo reposait sur des réserves colossales de pétrole et de gaz qui avaient rendu sa famille riche au-delà de toute compréhension humaine. Sa fortune personnelle était estimée à 20 milliards de dollars. Cet homme collectionnait les Rolls-Royce comme d'autres les timbres-poste, possédant des palais à travers l'Asie et l'Europe. Désormais, il possédait le sanctuaire des Hollywood. Au début, cette vente fut perçue comme une bénédiction céleste. Le sultan promettait de maintenir des standards d'excellence, de préserver l'identité du lieu, d'assurer aux puissants du cinéma que rien,
absolument rien ne changerait. Pendant plusieurs années, L-Illusion fonctionna à merveille. Le Polo Lounge continuait de déborder de patrons de studio, les bungalows étaient réservés des mois à l'avance et la façade rose continuait de trôner sur Sunset Boulevard avec une arrogance tranquille. Mais en 2014, le masque est tombé. Avant d'apprendre comment les couloirs du Palais Rose sont devenus le centre d'une guerre idéologique sans précédent, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de ce récit. En 2014, le gouvernement du sultan promulgua une série de lois qui allèrent transformer l'hôtel, passant de salle du trône de la célébrité à propriété la plus détestée de l'industrie. Brunei adopta une interprétation ultra-rigoriste de la charia, incluant des châtiments une barbarie médiévale condamnée par toutes les organisations des droits de l'homme. Le nouveau code pénal appelait à la mise à mort par lapidation pour l'adultère et l'homosexualité. Il imposait la flagellation publique pour la consommation d'alcool ou pour les grossesses hors mariage. Ces lois ne s'appliquaient pas seulement aux citoyens de Brunei, mais aussi aux visiteurs, créant un tollé international immédiat. Le lien avec le Beverly Hills Hotel était direct, mathématique et indéniable. Le sultan possédait l'établissement via son agence d'investissement, la Brunei Investment Agency. Chaque dollar dépensé pour un cocktail au Polo Lounge, chaque nuit passée dans un bungalow, chaque pourboire laissé aux voituriers finissait par alimenter le trésor royal d'un gouvernement qui venait de criminaliser l'existence même des homosexuels sous peine de mort. Dormir au Beverly Hills Hotel N était plus un signe de réussite, était devenu un acte de complicité financière avec un régime qui assassinait sa propre population. Hollywood, une industrie qui s'était érigée en championne bruyante des droits LGBTQ, se retrouvait face à un paradoxe insupportable. L'hôtel qui avait abrité les secrets les plus intimes de ses stars pendant un siècle représentait désormais des valeurs qui crachaient au visage de tout ce que le Hollywood moderne prétendait croire. La riposte fut foudroyante. Jay Leno, l'emblématique présentateur du Tonight Show, fut le premier à briser le silence. Il appela au boycott total de toutes les propriétés appartenant au sultan, incluant le Beverly Hills Hotel, mais aussi l'hôtel Bel Air et plusieurs joyaux à Londres et Paris. Le mouvement se propagea comme une traînée de poudre. Ellen DeGeneres, Richard Branson et Stephen Fry annoncèrent publiquement qu'ils ne mettraient plus jamais les pieds dans l'établissement. La Human Rights Campaign, la plus puissante organisation de défense des droits LGBTQ aux États-Unis, lança officiellement un appel au boycott. Le Palais Rose, autrefois symbole de liberté et d'excès, venait de devenir une prison morale dont les murs commençaient à suinter le sang des innocents. Le boycott ne fut pas une simple égratignure sur la façade de l'établissement, ce fut une hémorragie interne qui vida le Palais Rose de sa substance vitale. L'impact fut sismique, ébranlant les fondations mêmes de ce qui faisait des Hollywood une machine à pouvoir. Les agences de talent les plus prédatrices de la ville, celles qui dictent les carrières et les cachets, annulèrent dès un trait de plume leurs réunions rituelles au Polo Lounge. Le Motion Picture and Television Fund, cette institution quasi religieuse de la charité hollywoodienne, déplaça son gala annuel vers des cieux moins orageux. La féministe Majority Foundation fit de même, emportant avec elle le prestige de ses cérémonies de remise de prix. En quelques mois, les salles de bal qui avaient vibré sous les pas des rois et des reines de l'écran devinrent des cathédrales de silence, des espaces hantés par le souvenir de la gloire passée. Le calendrier social de Los Angeles, dont l'hôtel était le cœur battant, s'était soudainement arrêté de battre, transformant le domaine en une ville fantôme enveloppée dans un stuc rose qui semblait désormais suinter la honte. Mais derrière les grands discours de moralité, ce sont les petites mains, celles qui polissent le marbre et servent le champagne, qui furent jetées en pâture à la fureur collective. Le personnel, dont certains membres avaient consacré 3 ou 4 décennies de leur vie à cette institution, vit son existence effondrée. Ces hommes et ces femmes avaient rien à voir avec les décrets barbares un monarque lointain assis sur ses réserves de gaz à Bornéo. Pourtant, ils furent les premiers à payer la facture. Les pourboires, ce sang liquide qui irrigue le quotidien des travailleurs de l'ombre à Beverly Hills, évaporèrent. Des femmes de chambre qui avaient autrefois servi des étages complets et bouillonnants d'activités se retrouvèrent à errer dans des couloirs vides, nettoyant des suites où personne avait posé sa valise depuis des semaines. Les barmans,
habitué à recueillir les confidences des plus grands de ce monde, servait désormais des verres à quelques touristes égarés, des voyageurs ignorants ou indifférents à la tempête éthique qui rageait à l'extérieur. La solitude du personnel dans ce décor de luxe était être la tragédie la plus intime de cette crise. La direction de l'hôtel tenta alors une manœuvre de communication désespérée, une plaidoirie pour la survie. Ils multiplièrent les communiqués, martelant que l'établissement était une entreprise américaine employant des citoyens américains partageant les valeurs libérales de la Californie. Ils mirent en avant la diversité de leurs équipes, soulignant avec une ironie cruelle que de nombreux employés appartenaient à la communauté LGBTQ, celle-là même que le propriétaire de l'hôtel voulait condamner à mort dans son propre pays. Ils arguèrent, non sans raison, que le boycott ne blessait que des innocents locaux, sans jamais égratigner le sultan de Brunei. Mais dans l'arène de l'opinion publique, la nuance est une faiblesse. Les arguments rationnels se fracassèrent contre le mur des principes. Hollywood avait besoin d'un coupable, et le Palais Rose était une cible trop parfaite pour être épargnée. L'hécatombe financière fut totale. Le taux d'occupation effondra de 80% à moins de 40%. Une chute libre qui se chiffrait en dizaines de millions de dollars de pertes sèches. Le Polo Lounge, ce théâtre du pouvoir où les contrats se signaient jadis dans le sang et le scotch, était plus qu'un restaurant de quartier déserté. Le débat se déplaça alors sur le terrain de l'hypocrisie. Certains défenseurs de l'hôtel, lassés de la posture morale de l'industrie, pointèrent du doigt la duplicité des manifestants. Ils notèrent que ces mêmes célébrités qui criaient au loup devant le Stuck-Rose avaient aucun scrupule à faire des affaires avec des autres régimes pétroliers dont le bilan en matière de droits de l'homme était tout aussi noir. Ils soulignèrent que pour le sultan, l'hôtel était qu'un jouet, une goutte d'eau dans un océan de richesses. Ses revenus pétroliers rendaient les pertes de Beverly Hills insignifiantes, presque invisibles à l'échelle de ses comptes bancaires. Le boycott était, selon eux, qu'une mise en scène narcissique où on sacrifiait le gagne-pain des travailleurs pour offrir une bonne conscience à peu de frais. Mais pour les partisans du boycott, le symbole prévalait sur la commodité. Ils estimaient que Hollywood avait passé trop de temps à cacher ses compromissions derrière des portes closes et que le moment était venu de frapper là où cela faisait mal. L'image. Cette crise força l'industrie à regarder son propre reflet dans le miroir déformant du Beverly Hills Hotel. Pendant des décennies, le milieu avait célébré la discrétion de l'établissement lorsqu'elle servait à couvrir des prédateurs sexuels, des addictions dévastatrices ou des détournements de fonds. On aimait le silence de l'hôtel quand il protégeait les puissants de leurs propres péchés. Mais quand ce silence devint le complice d'une oppression d'État, la tolérance se brisa. Le contraste était saisissant. Hollywood, le bastion de la liberté d'expression, était le locataire d'un homme qui l'étouffait ailleurs. Pourtant, malgré la pression, malgré les manifestants qui scandaient des slogans sur Sunset Boulevard et les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, le sultan ne recula pas. Il avait payé 200 millions pour ce trophée en 1987. En 2014, la valeur du terrain et du nom dépassait les 500 millions. Il pouvait se payer le luxe d'attendre. L'hôtel resta là, majestueux et vide, comme un monument à l'impasse morale d'une époque. Le Palais Rose, ce témoin silencieux qui avait survécu à la prohibition, aux guerres et aux crashs, se retrouvait face à son plus grand défi. Oublie. Entre 2015 et 2016, l'intensité du conflit atteignit son paroxysme. Les manifestants distribuaient des tracts aux touristes, les réseaux sociaux brûlaient de messages de haine et le glamour semblait s'être évaporé pour laisser place à une amertume tenace. Le bâtiment tenait bon, son stuc rose défiant toujours le ciel bleu de Californie, mais son pouvoir culturel était dissous. Le Beverly Hills Hotel était plus le lieu où on créait l'histoire. Il était devenu le lieu où on subissait les conséquences de la sienne. Un siècle de secrets était désormais enfermé derrière des portes que plus personne osait ouvrir, laissant la poussière des collines reprendre lentement ses droits sur le rêve de Burton Green. Aujourd'hui, les murs du Beverly Hills Hotel murmurent encore les noms de Marilyn, de Sinatra et de Hughes. Mais ces échos sont étouffés par le poids d'une réalité plus sombre. L'hôtel reste une icône, mais c'est une icône balafrée.
Un palais dont la couleur rose semble désormais évoquer moins le romantisme des années folles que la rougeur d'un malaise persistant. Le témoin silencieux est toujours debout, au coin de Sunset et Rodeo Drive, observant avec une froideur documentaire une industrie qui change, des idoles qui tombent et un monde qui oublie plus aussi facilement qu'autrefois. La question demeure, suspendue dans l'air lourd des jardins tropicaux. Peut-on vraiment effacer le sang sur le tapis en y ajoutant simplement une couche de peinture rose ? À l'intérieur de ce sarcophage de luxe, le personnel est forcé de maintenir une parodie de normalité, une mise en scène macabre où chaque geste semblait chorégraphié pour un public de fantômes. On nettoyait les suites avec une rigueur maniaque, on polissait le marbre des salles de bain et on changeait les draps de soie comme si un souverain allait franchir le seuil à tout instant. Mais la réalité était glaciale. Les chambres restaient vides. L'air y était trop calme, trop stérile. Le Polo Lounge continuait de servir des petits déjeuners à quiconque osait encore franchir ses portes, mais le tintement des couverts sur la porcelaine résonnait avec une solitude effrayante. Les jardins, ces 12 acres de jungle artificielle, étaient entretenus avec le même soin maniaque que durant les décennies de gloire, mais le sentiment d'abandon était devenu une présence physique, une ombre qui s'étirait sur les sentiers déserts. Un hôtel conçu pour la foule et l'excès se transforme en un lieu de cauchemar lorsqu'il est condamné au silence. Le luxe sans le regard des autres, est plus qu'une prison dorée. Pourtant, quelques ombres du passé refusaient de déserter le navire. Quelques vétérans de l'industrie, des hommes et des femmes dont les visages étaient des cartes géographiques de ancien Hollywood, continuaient de fréquenter le Palais Rose. Pour ces survivants du vieil empire, le boycott était que une nuisance de plus, une intrusion de la morale moderne dans leur sanctuaire de débauche et de pouvoir. Ils en voulaient à cette nouvelle génération de leur dicter où dépenser leur argent. Ils arguaient que la loyauté personnelle envers un barman qui connaissait leur dosage de gin depuis 30 ans importait plus que des gestes symboliques destinés à la presse. Mais même ces derniers fidèles se faisaient rares, étouffés par la pression sociale qui transformait chaque visite en un acte de trahison. La direction tenta alors le tout pour le tout. Ils bradèrent le prestige, offrant des réductions indécentes pour remplir le vide. Ils lancèrent des campagnes de marketing agressives vers les touristes internationaux, ces voyageurs venus d'Asie ou d'Europe qui ne lisaient pas la presse locale et ne voyaient dans le stuc rose qu'une curiosité architecturale. Rien ne fonctionna vraiment. Le prestige ne s'achète pas au rabais. En 2017, le boycott était devenu une entité autonome, une machine qui auto-alimentée sans plus avoir besoin de leader. Même ceux qui jugeaient la mesure injuste évitaient l'hôtel par simple réflexe de survie sociale. Le Beverly Hills Hotel était devenu culturellement radioactif. Franchir son entrée sur Sunset Boulevard, c'était exposé à une critique immédiate, à un interrogatoire silencieux, à une mort médiatique certaine. Il était devenu infiniment plus simple de porter ses secrets ailleurs, de négocier ses contrats dans des lieux moins chargés de symboles. Cette situation mettait à nu une vérité dérangeante sur la responsabilité morale. Le personnel avait aucun contrôle sur les délires législatifs du sultan à Brunei et la direction locale influençait aucune décision prise à Bornéo. Pourtant, ce sont eux qui recevaient les coups. Le boycott ne frappait pas la culpabilité, il punissait la proximité. Certains employés, brisés par l'absence de perspective ou par la nécessité financière, finirent par rendre leur tablier. Des autres restèrent, accrochés à leurs années d'ancienneté comme à des bouées de sauvetage, espérant que la mémoire des Hollywood serait, comme toujours, aussi courte que son attention est instable. L'activisme des célébrités montra alors sa face la plus hypocrite. On voyait des stars hurler au scandale devant le Palais Rose, tout en continuant de signer des contrats de distribution avec des entreprises opérant dans des dictatures dont le bilan humain était bien plus sanglant que celui de Brunei. Les studios continuaient de vendre leurs films à des gouvernements autoritaires. Les marques de luxe fabriquaient leurs accessoires dans des nations qui écrasaient la liberté d'expression, et les géants de la tech construisaient les infrastructures de la surveillance de masse. Mais le Beverly Hills Hotel était une cible facile. Il était visible, il était accessible, il était le symbole d'un pouvoir dont la nouvelle garde voulait se venger. Pendant ce temps, à Brunei, le sultan ne montrait aucun signe de faiblesse. Les critiques internationales
ricochait sur son armure des ors. Le boycott qui dévastait un monument de Los Angeles, n'avait pas changé une virgule de la loi à 6000 km de là. Le seul résultat tangible était une série de chambres vides et des travailleurs américains perdant leur dignité pour des politiques dont ils étaient les victimes collatérales. En 2019, après 5 ans de guerre froide, la situation finit par se stabiliser dans une médiocrité durable. Le taux d'occupation avait trouvé un plateau, bien en dessous des moyennes historiques, mais suffisant pour maintenir la machine en marche. L'hôtel dégageait encore un profit, une fraction de ce qu'il rapportait avant 2014, mais pour un homme dont la fortune personnelle dépassait les 28 milliards de dollars, ses pertes étaient que du bruit de fond. Le sultan pouvait se payer le luxe d'attendre l'éternité. Hollywood, fidèle à elle-même, commença à se lasser. L'attention de l'industrie se déplaça vers de nouvelles indignations, de nouvelles causes plus fraîches, plus gratifiantes pour l'ego des influenceurs. Certaines célébrités qui avaient mené la charge contre le stuc rose furent aperçues dans d'autres établissements, appartenant au sultan à Londres ou à Paris, là où l'ombre des caméras ne tombait pas. La clarté morale de 2014 secondes était dissoute dans le pragmatisme confortable des compromis secrets. Mais pour le Beverly Hills Hotel, le mal était fait, profond et indélébile. Le Palais Rose, qui avait défini le glamour mondial pendant plus d'un siècle, est aujourd'hui une leçon de choses sur le prix de l'association. Il a prouvé que la discrétion, le luxe et l'accès au pouvoir ne sont plus des armures suffisantes lorsque les vents politiques tournent à la tempête. Le témoin silencieux est toujours là, au coin de Sunset et Rodeo Drive, drapé dans sa robe saumon. Les jardins sont magnifiques, le service est impeccable et le Polo Lounge attend ses prochains conspirateurs. Mais derrière l'éclat des lustres et la fraîcheur des fleurs de paradis, on sent que le cœur y est plus. Le Beverly Hills Hotel reste un monument, mais c'est désormais un monument à la fragilité des empires. Il nous rappelle que même les murs les plus épais ne peuvent empêcher l'odeur du monde extérieur de infiltrer et de tout gâcher. Le rêve de Burton Green est achevé dans une impasse éthique, laissant derrière lui une question qui hante chaque recoin du domaine. Combien de couches de peinture rose faudra-t-il encore pour recouvrir la réalité du pouvoir ? Cette même industrie qui avait autrefois vénéré la capacité de l'hôtel à détourner le regard, à étouffer les cris et à enterrer les scandales, se mit soudain à le condamner pour cette exactitude même. L'hypocrisie est une monnaie qui n'a pas cours légal, mais qui achète tout à Hollywood. L'histoire du Beverly Hills Hotel n'a jamais été une simple affaire d'architecture néocoloniale ou de linge de maison haut de gamme. C'était une question de domination. Une lutte pour savoir qui avait le droit de décréter ce qui était acceptable et ce qui devait être ignoré. Le boycott a forcé une confrontation brutale avec ce passé de complaisance. Le Palais Rose n'avait survécu que parce qu'il servait les intérêts des puissants. Le jour où ces mêmes puissants ont décidé que son existence nuisait à leur propre image, la survie du monument est devenue une équation à plusieurs inconnus. Alors que le boycott entrait dans sa 6e année en 2020, une ombre plus vaste encore s'est abattue sur Sunset Boulevard, la pandémie de Covid-19. Partout sur la planète, les verrous ont sauté, les frontières se sont refermées, et les hôtels sont devenus des morgues pour le tourisme. Le Beverly Hills Hotel, déjà exsangue après des années de guerre idéologique, faisait face à son arrêt de mort. Le 17 mars 2020, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a prononcé les mots qui allaient briser un siècle de continuité. L'ordre de confinement a été un coup de massue. Pour la première fois depuis son inauguration en 1912, le Beverly Hills Hotel a dû éteindre ses lumières et verrouiller ses portes monumentales. Ce palais qui n'avait jamais cessé de servir ses maîtres à travers 2 guerres mondiales, des émeutes raciales et la Grande Dépression, a sombré dans l'obscurité. La fermeture a duré 4 mois interminables. Durant cette période, le domaine n'était plus qu'une coquille vide, hanté par une poignée d'employés de maintenance essentielle, des spectres en uniforme déambulant dans des couloirs où l'odeur du désinfectant avait remplacé le parfum du pouvoir. On continuait d'arroser les jardins tropicaux, on polissait des comptoirs qui ne recevraient plus personne, tandis que le Polo Lounge restait figé dans une immobilité sépulcrale. Aucune transaction secrète, aucun casting de canapé, aucun pacte financier n'est venu troubler le silence de ces 12 acres de terre sacrée. C'était un silence de plomb,
Le silence d'un monde qui apprend à se passer de ses icônes. Lorsqu'il a finalement rouvert ses portes en juillet 2020, l'hôtel a découvert une réalité dévastée. Le voyage international n'était plus qu'un souvenir. Les conférences de presse s'étaient déplacées sur des écrans froids et l'industrie du divertissement tournait au ralenti. Le Palais Rose se retrouvait en concurrence avec des dizaines d'autres établissements affamés, prêts à tout pour capter le moindre client. Mais la pandémie a eu un effet secondaire totalement imprévu sur le boycott. Alors que Hollywood luttait pour sa propre survie physique et financière, l'activisme est devenu un luxe que plus personne ne pouvait s'offrir. Les manifestations devant l'entrée ont cessé. Les campagnes de haine sur les réseaux sociaux se sont éteintes, remplacées par la peur immédiate de la maladie et de la ruine. L'indignation morale qui avait alimenté le boycott pendant 6 ans s'est évaporée non pas par pardon, mais par pure et simple perte de pertinence. Le Beverly Hills Hotel a bénéficié de l'amnésie collective que provoque chaque grande catastrophe. À mesure que les voyages reprenaient vie en 2021 et 2022, le Beverly Hills Hotel a découvert qu'il venait de bénéficier d'un sursis inespéré. Une nouvelle génération de visiteurs, trop jeunes pour se souvenir de la fureur de 2014, a commencé à franchir le seuil. Pour ces nouveaux voyageurs, le Palais Rose n'était pas une entité politique ou le fief d'un sultan lointain, c'était un décor, un arrière-plan parfait pour Instagram. Les murs roses et les jardins luxuriants n'étaient plus les témoins de péchés historiques, mais des pixels destinés à générer des mentions j'aime. Les influenceurs ont envahi les lieux, photographiant leurs cocktails au Polo Lounge avec une insouciance qui frise le cynisme. Pour leurs millions de followers, seule l'esthétique comptait. La direction de l'hôtel a saisi cette opportunité avec une agilité prédatrice, investissant massivement dans le marketing numérique et effaçant les traces de la controverse derrière des filtres saturés. Ils ont multiplié les partenariats avec des marques de cosmétiques et de mode, repositionnant l'institution comme une destination de pur divertissement visuel plutôt que comme un temple de l'ancien pouvoir. La stratégie a fonctionné au-delà de toutes les espérances, révélant une vérité cruelle sur la nature humaine. En 2023, le taux d'occupation a retrouvé ses niveaux d'avant le boycott, les bungalows se réservent à prix d'or des mois à l'avance et le Polo Lounge affiche complet chaque midi. L'hôtel n'a pas récupéré son titre de salle du trône de Hollywood, mais il s'est trouvé une nouvelle utilité dans une ère de superficialité absolue. Ce redressement spectaculaire est le constat d'un échec pour l'activisme moderne. Le boycott, qui semblait si nécessaire et si absolu en 2014, a été abandonné non pas parce que le sultan de Brunei a changé ses lois barbares, mais parce que le public s'est lassé de s'indigner. Les lois de Brunei sont restées les mêmes. La propriété de l'hôtel est restée inchangée. L'argent continue de couler vers les mêmes coffres-forts. Seule l'attention s'est déplacée vers d'autres scandales plus récents, plus excitants. Certains des partisans originaux du mouvement observent cette renaissance avec une amertume profonde, conscients que leur combat s'est dissous dans le vide numérique. Le Palais Rose est toujours là, dominant Sunset Boulevard de sa stature imposante, inchangée et pourtant transformée. Il reste le monument ultime à la capacité de l'argent et du glamour à survivre à la morale. Pour plus d'un siècle, le Beverly Hills Hotel a prospéré en vendant du secret et du luxe, et il semble qu'il ait trouvé le secret de l'éternité. Dans un monde qui oublie tout en un clic, le plus grand crime n'est pas la trahison, mais l'absence de style. Le témoin silencieux a encore de beaux jours devant lui, car il sait désormais que les cris de justice finiront toujours par s'étouffer dans le velours des banquettes de cuir vert. Ce retour aux affaires fut perçu par les derniers gardiens de la morale comme une capitulation ignoble, un renoncement total à l'éthique au profit du confort. Pour ces voix de plus en plus isolées, reprendre le chemin du Polo Lounge n'était pas un simple retour à la normale. C'était un échec moral flagrant, une soumission pure et simple au cynisme de l'industrie. Les lois du sultan n'avaient pas bougé d'un iota. Le code pénal de Brunei, avec ses menaces de lapidation et de flagellation, restait gravé dans le marbre du royaume de Bornéo. Rien n'avait été résolu. Le sang symbolique sur les tapis de l'hôtel n'avait pas été nettoyé. Il avait simplement été recouvert par l'épaisse couche d'oubli que seule une ville comme Los Angeles sait fabriquer. Le problème n'avait pas disparu, il avait été enterré vivant sous le poids de l'ennui collectif.
Pour les observateurs les plus lucides, cet effondrement du boycott était inévitable. Ils avaient toujours affirmé que l'activisme des célébrités n'était qu'une performance vide, une mise en scène destinée à polir une image publique plutôt qu'à obtenir un changement concret. La pandémie n'a fait que confirmer cette vérité brutale. Dès que le maintien des principes est devenu un obstacle à la reprise des affaires et au plaisir des sens, la morale s'est évaporée comme une brume matinale sur les collines. La leçon était glaciale. Les convictions à Hollywood durent exactement le temps de leur utilité médiatique. Une fois l'intérêt personnel en jeu, les grands discours s'effacent devant la nécessité de redevenir le centre de l'attention. Le personnel de l'hôtel, lui, ne se souciait plus de ces débats métaphysiques. Après des années de couloirs vides, pourboires faméliques et d'une incertitude financière dévorante, ces hommes et ces femmes ne ressentaient qu'un immense soulagement. Ils n'avaient jamais demandé à être les étendards d'une guerre politique qui les dépassait. Ils n'étaient pas les complices du sultan, ils étaient les otages d'un symbole. Pour eux, le retour des clients signifiait enfin le retour d'un salaire décent et la fin d'une précarité injuste. Quelles que soient les ombres qui planaient sur la propriété, ils avaient des loyers à payer et des familles à nourrir. Ce rétablissement prouvait les limites tragiques du boycott comme arme sociale. Il avait frappé de plein fouet les travailleurs américains sans jamais égratigner un monarque assis sur un océan de pétrole. Le sultan, protégé par ses milliards, n'avait eu qu'à attendre que la tempête de l'indignation s'épuise d'elle-même. En 2024, le Beverly Hills Hotel avait presque totalement lavé son statut de paria. Une nouvelle génération de stars, avides de reconnaissance et de décors iconiques, commença à y organiser de nouveau ses événements les plus prestigieux. Les studios réservèrent à nouveau les salles de bal pour des premières et des fêtes somptueuses. Les dirigeants de l'industrie reprirent possession de leurs banquettes au Polo Lounge pour des petits déjeuners où l'on décidait du sort des films à venir. Le Palais Rose était réintégré dans le giron de Hollywood, non pas parce que les gens avaient oublié les horreurs dénoncées 10 ans plus tôt, mais parce que l'oubli s'était avéré bien plus confortable que la mémoire. Le renouveau du Palais Rose ne s'est pas fait par hasard. La direction a compris qu'elle ne gagnerait jamais sur le terrain de la politique. Elle a donc choisi la stratégie du silence absolu, combinée à une réinvention visuelle d'une efficacité redoutable. Plutôt que de défendre le sultan ou de s'excuser pour les lois de Brunei, l'hôtel a simplement cessé toute discussion politique. Les questions de la presse restaient sans réponse. Les demandes de déclaration étaient déclinées avec une politesse glaciale. La propriété s'est repositionnée comme un monument historique et une destination de luxe intemporel, rien de plus. Cette tactique a permis aux invités de revenir sans avoir à justifier publiquement leur choix. Si l'hôtel ne parlait plus de politique, il n'avait plus à le faire non plus. Des millions de dollars furent injectés dans des rénovations chirurgicales. Les bungalows furent totalement repensés pour intégrer les dernières technologies tout en conservant leur charme mystérieux. Le Polo Lounge fut redécoré pour offrir cet équilibre parfait entre le classicisme des années 40 et la modernité des années 2020. Ces changements physiques envoyaient un message subliminal. Ceci n'est plus l'hôtel que vous avez boycotté. La transformation culturelle était plus profonde que la structure même du bâtiment. Le Beverly Hills Hotel avait une fois de plus lu le zeitgeist avec une précision terrifiante. Dans les années 50, il offrait l'ombre aux stars. En 2026, il offre le décor parfait pour une génération qui place l'esthétique au-dessus de l'éthique. La présence de l'hôtel sur les réseaux sociaux a explosé. Des photographes professionnels ont été engagés pour capturer chaque angle photogénique du domaine. Des influenceurs ont été invités à séjourner dans les suites les plus prestigieuses en échange d'une visibilité massive. La façade rose, autrefois synonyme de controverse, apparaissait désormais dans des millions de photos partagées à travers le monde. Le filtre rose d'Instagram était devenu le linceul parfait pour les vieux démons. Le témoin silencieux, ce colosse de Stuxomont, trône toujours fièrement à l'angle de Sunset et Rodeo Drive. Après avoir survécu au crash, aux guerres mondiales, aux scandales sexuels et aux boycotts internationaux, il semble désormais invincible. Il nous contemple avec la froideur de ceux qui savent que le temps efface tout, même l'indignation la plus féroce. Le Palais Rose reste là, magnifique et vénéneux, nous rappelant que dans la Cité des Anges, la beauté n'est souvent que la peau d'un secret beaucoup plus sombre.
La question n'est plus de savoir si l'on peut encore séjourner ici, mais de savoir ce que nous sommes prêts à ignorer pour le plaisir d'une photo parfaite. Le rideau tombe sur un siècle de gloire et de honte, mais dans les jardins tropicaux du Beverly Hills Hotel, le silence des riches continue de couvrir le bruit du monde. Pour les nouveaux pèlerins du luxe, la génération des écrans Retina et du narcissisme algorithmique, le Beverly Hills Hotel a cessé d'être une leçon d'histoire pour devenir un simple décor de théâtre numérique. Ce n'est plus le passé qui attire ces voyageurs, mais la saturation chromatique de ces murs sur l'écran d'un smartphone. Ce glissement tectonique, du centre du pouvoir institutionnel vers la destination purement visuelle, marque la mort d'un monde. Pendant un siècle, la valeur réelle de cet endroit ne résidait pas dans son architecture, mais dans ceux qui ne devaient jamais être vus. La discrétion était la monnaie la plus forte de l'établissement, un bouclier d'invisibilité qui protégeait les péchés des puissants. Mais dans une ère où la vie privée est devenue une anomalie et où chaque seconde de l'existence doit être mise en scène pour exister, le secret ne rapporte plus rien. L'hôtel a survécu en choisissant l'exhibition plutôt que le sanctuaire. Ses jardins, autrefois jalousement gardés contre les objectifs indiscrets, sont aujourd'hui des studios à ciel ouvert où la vanité se donne en spectacle. Le palais rose qui avait bâti sa légende sur sa capacité à détourner le regard a fini par se vendre à ceux qui ne vivent que pour être regardés. Les derniers barons de l'industrie, ces vieillards qui se souviennent encore de l'odeur du celluloïd et des pactes scellés dans l'ombre, hurlent à la trahison. Pour eux, cette nouvelle transparence est une profanation. Ils se rappellent l'époque où le Beverly Hills Hotel était un asile, un lieu où l'on pouvait dépecer une carrière ou entretenir une liaison scandaleuse sans craindre l'exposition médiatique. Cette ouverture forcée est un viol de l'esprit des lieux. Mais leurs plaintes ne sont que des murmures dans le vent, car l'industrie qu'ils ont connue est déjà un cadavre. Le système des studios, qui rendait le Polo Lounge essentiel à la survie de tout producteur, a volé en éclats. Le pouvoir n'est plus consolidé dans quelques bureaux sombres. Il s'est fragmenté en 1000 morceaux, dispersés entre des plateformes de streaming et des algorithmes sans âme. La fonction originelle de l'hôtel était devenue obsolète bien avant que le premier manifestant ne brandisse une pancarte contre le sultan. La trahison n'est pas venue du propriétaire, mais de l'époque. Ce retour en grâce a été facilité par une amnésie culturelle qui confine à la pathologie. En 2024, les célébrités qui juraient, la main sur le cœur, de ne plus jamais fouler ce sol, ont tourné la page avec une aisance déconcertante. Certaines ont été rattrapées par leurs propres contradictions, d'autres se sont simplement lassées d'une indignation qui ne générait plus assez d'engagement social. L'activisme de salon exige une énergie que la mémoire d'Hollywood n'est plus capable de fournir sur le long terme. Le boycott s'est éteint parce que le maintenir demandait un effort supérieur au plaisir de commander une salade McCarthy à 40$. Avant de comprendre comment le cynisme du personnel a fini par devenir la seule vérité de ce palais, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer des derniers secrets de cette saga. Le personnel de l'hôtel, les véritables sentinelles de ce monument, a développé une vision du monde d'une noirceur absolue. Ils ont vu leur gagne-pain transformé en champ de bataille idéologique du jour au lendemain, subissant des pertes financières sèches pour des décrets signés à l'autre bout du monde. Ils ont observé avec un mépris silencieux l'intensité des boycotts puis leur effondrement pathétique. De cette crise, ils ont tiré une leçon définitive. La morale des élites est une matière plastique, flexible, au gré des convenances. Ils ont appris que l'indignation a une date d'expiration et que les principes s'arrêtent là où le désir de confort commence. Pour eux, le retour des clients n'est pas une victoire de l'esprit, c'est simplement le retour du pourboire. La seule réalité qui compte quand on doit payer son loyer dans une ville qui dévore ses pauvres. La survie du Beverly Hills Hotel repose finalement sur une vérité géographique brutale. Il occupe 12 acres de la terre, la plus chère du monde, à l'intersection de Sunset et de Rodeo Drive. Cette parcelle vaut des centaines de millions de dollars, quel que soit le bâtiment que l'on y pose. Le sultan de Brunei, dont la fortune personnelle dépasse les 28 milliards de dollars, pouvait se permettre de perdre de l'argent pendant des décennies. Pour lui, cet hôtel est un actif immobilier qui prend de la valeur par sa simple existence physique, une réserve d'or sous forme de sucrose. En 2025, les opérations ont repris à plein régime. Les tarifs oscillent désormais entre 700$ pour une chambre standard et plus de 10 000$ pour les bungalows les plus exclusifs.
là où Howard Hughes et Elizabeth Taylor ont jadis laissé leurs empreintes. Le Polo Lounge exige à nouveau des réservations des jours à l'avance, et les salles de bal sont de nouveau le théâtre des vanités de l'industrie. Le Palais Rose a récupéré sa place dans le paysage de Los Angeles. Mais c'est un corps sans âme. Le pouvoir institutionnel qu'il exerçait s'est évaporé pour laisser la place à une splendeur vide. Il sert désormais une clientèle qui privilégie l'esthétique sur l'éthique et le luxe sur l'histoire. Cette résurrection révèle une vérité glaciale sur notre époque. La loyauté ne vaut rien quand elle devient gênante, et les principes sont des accessoires que l'on retire quand la fête commence. Le témoin silencieux reste debout, immense et rosâtre, observant une humanité qui préfère oublier pour pouvoir continuer à consommer. Les murs du Beverly Hills Hotel ne cachent plus de secrets, ils ne font que refléter le vide de ceux qui les admirent. La mémoire publique ne possède pas plus de consistance que la fumée d'un cigare s'évaporant dans les plafonds du Polo Lounge. Elle ne dure que le temps qu'un nouveau scandale vienne dévorer le précédent dans le cycle sans fin de l'indignation médiatique. Le Beverly Hills Hotel n'a pas survécu en amendant ses péchés ou en transformant sa nature profonde, il a survécu en pariant sur l'épuisement de ses détracteurs. Il a attendu que le monde détourne le regard. Aujourd'hui, le Palais Rose trône exactement là où il se trouvait en 1912, une sentinelle de stuc saumon qui domine l'angle de Sunset et Rodeo Drive avec une arrogance intacte. Ces 12 acres de jardins tropicaux continuent de prospérer avec une insolence végétale, défiant un climat qui n'aurait jamais dû les autoriser à naître. Les bungalows, ces alcôves de secret, offrent toujours la même intimité aux rares privilégiés capables d'en payer le prix exorbitant. De l'extérieur, rien n'a bougé. Pourtant, la moelle épinière du bâtiment, sa relation organique avec Hollywood, a été sectionnée pour toujours. L'hôtel n'est plus le lieu où le pouvoir réside en maître absolu. Il est devenu le lieu où le pouvoir vient occasionnellement en touriste, pour se donner des airs de légende. Le Polo Lounge sert encore ses petits déjeuners rituels, mais les contrats qui découpent l'industrie du divertissement en morceaux se négocient désormais dans des salles de conférences aseptisées, au sein de géants du streaming ou de firmes technologiques dont le nom évoque plus le code informatique que le glamour des plateaux. Les bungalows abritent encore des célébrités, mais leurs liaisons dangereuses ont plus de chances d'être jetées en pâture sur les réseaux sociaux par un client indiscret que d'être protégées par le silence sacré du personnel. La discrétion, cette denrée qui a fait la fortune du lieu pendant un siècle, est devenue une impossibilité physique dans une ère de surveillance totale et de communication instantanée. Chaque recoin est une potentielle fuite. Chaque miroir, un témoin oculaire. La survie de cet établissement soulève alors une question qui glace le sang. Une institution peut-elle conserver son sens quand le contexte qui l'a vu naître s'est totalement désintégré? Le Beverly Hills Hotel a été bâti pour servir un Hollywood de studios tout-puissants, une industrie de l'image contrôlée par une poignée de main de fer. Ce monde-là est mort. L'industrie s'est fragmentée en 1000 éclats de créations indépendantes et de plateformes virtuelles. Le pouvoir centralisé qui rendait le Polo Lounge indispensable s'est dissipé comme une brume de chaleur. Pourtant, l'édifice endure. Il endure par sa géographie, par son architecture, mais surtout parce que certains mensonges sont trop beaux pour qu'on les laisse mourir. Le Beverly Hills Hotel s'est transformé en un monument érigé à sa propre gloire passée. C'est un sanctuaire où l'on se rend non plus par nécessité, mais parce que le nom pèse encore son poids de fantasme. Ce poids n'est plus celui de l'influence réelle, c'est celui d'une nostalgie soigneusement packagée. Si vous traversez le hall aujourd'hui, vous ne verrez plus les architectes du futur, mais des vagues de touristes photographiant frénétiquement les murs roses. Vous verrez des influenceurs mettre en scène leur vide existentielle dans les jardins et de riches voyageurs venus des 4 coins du globe pour s'acheter une portion de mythologie hollywoodienne au prix fort. Vous apercevrez peu être encore quelques vétérans de l'industrie déjeunant au Polo Lounge, mais ils sont désormais noyés dans une masse d'anonymes qui n'ont aucun lien avec le cinéma et qui se moquent éperdument du passé trouble de ces murs. Le personnel qui s'active aujourd'hui a majoritairement été embauché après la fin du boycott. Ils connaissent les grandes lignes de l'histoire, mais ils n'ont pas vécu la crise. Ils n'ont pas senti l'odeur de la faim. Pour eux, l'hôtel est simplement un lieu de travail, célèbre et parfois polémique, où l'on change des draps et où l'on sert des repas avant de rentrer chez soi. La mythologie est devenue un produit d'exportation.
déconnecté de l'expérience quotidienne de ceux qui font battre le cœur du palais. L'histoire de cet hôtel nous force à une confrontation brutale avec l'hypocrisie de notre propre sens moral. Pendant plus d'un siècle, le Beverly Hills Hotel a protégé des prédateurs qui utilisaient son silence pour dissimuler des crimes, des corruptions et des vies brisées. L'industrie qui a condamné l'hôtel en 2014 pour ses liens avec un sultan lointain est la même qui l'avait porté au nu, précisément pour cette capacité à cacher l'inavouable. L'indignation morale qui a nourri le boycott était, au mieux, sélective, et au pire, une mise en scène cynique. Mais cette crise a aussi révélé un changement de paradigme. Hollywood a compris qu'il devait désormais jouer la comédie de l'engagement social. Le Beverly Hills Hotel a été le laboratoire de cette nouvelle ère, un test pour savoir si une conviction pouvait peser plus lourd qu'un profit. Le résultat est sans appel. La conviction a causé des dommages économiques, mais elle n'a pas eu la force de durer. Le bâtiment est le témoin de cette défaite. Les murs qui absorbaient autrefois les échos des répétitions d'opéra n'entendent plus que le clic des smartphones. Les bungalows qui abritaient des légendes hébergent aujourd'hui des créateurs de contenu éphémères. L'hôtel a survécu en devenant une version de lui-même vidée de sa substance, une parodie luxueuse qui ressemble en tout point à l'original, mais dont le moteur a changé. Il y a une leçon terrifiante dans cette survie. Les institutions ne persistent pas parce qu'elles restent fidèles à leur mission d'origine, mais parce qu'elles savent se vendre à de nouveaux maîtres. Le Beverly Hills Hotel ne définit plus le pouvoir, parce que le pouvoir n'a plus besoin d'être défini par un lieu physique. Il est partout, dans des contrats signés par Zoom et des courriels cryptés. Mais l'hôtel offre encore quelque chose que la technologie ne peut pas remplacer, une connexion charnelle avec un passé mythique. La chance de marcher là où les géants ont marché, de s'asseoir là où les empires ont été dépecés, de dormir dans des lits qui ont accueilli les rêves et les sueurs des stars. Est-ce assez pour tenir un siècle de plus ? Rien n'est moins sûr. Los Angeles change. La ville s'éloigne de son obsession pour le cinéma pour embrasser la technologie et la finance globale. La prochaine génération de ultra-riches pourrait bien se lasser de cette nostalgie rose bonbon pour chercher des lieux qui reflètent des valeurs plus contemporaines ou simplement une autre forme de vide. Le sultan possède toujours les murs. Sa société d'investissement n'a aucunement l'intention de vendre. L'hôtel est redevenu assez rentable pour justifier sa place dans un portefeuille d'actifs à long terme. La terre seule garantit une fortune éternelle. Quoi qu'il arrive au bâtiment, ces 12 acres resteront une mine d'or. Mais un bâtiment est bien plus qu'une transaction immobilière. C'est une histoire rendue physique. Celle du Beverly Hills Hotel parle d'ambition et de compromis, de la manière dont les institutions servent les puissants jusqu'à ce que le pouvoir migre ailleurs. Elle parle de la discrétion qui se transforme en complicité quand le vent tourne. Elle parle d'une survie achetée au prix de la signification. Le Palais Rose reste là, comme un mausolée à la culture de la célébrité américaine, avec tout son glamour et toutes ses lâchetés. Il a abrité des présidents et des criminels, des génies et des imposteurs. Il a survécu aux guerres, aux crises et aux pandémies. Il ne survit plus comme la salle du trône de Hollywood, mais comme un magnifique mirage de stuc saumon, offrant du luxe à quiconque est prêt à payer et à fermer les yeux sur l'endroit où finit l'argent. Les secrets ne sont plus protégés par les murs, ils sont simplement ignorés. Le Beverly Hills Hotel, là où les rêves ont été fabriqués et les compromissions cachées, reste debout, rose et silencieux, sous le ciel implacable de la Californie, attendant la prochaine génération d'oublieux.